Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Alexandre Malafaille, fondateur de Sinopia, le think tank. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Mon confrère du Figaro. Bonsoir Christian Saint-Etienne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, analyste politique, professeur à la chaire d'économie industrielle, conservateur national des arts et métiers. Vous êtes auteur de Trump et nous. On va pas parler de Trump, on va parler de Bayrou, si vous le voulez bien, parce que le 8 septembre arrive au galop. Et selon toute vraisemblance, le gouvernement Bayrou, même si, comme je viens de le dire à l'instant, là il entrouvre une porte au RN pour peut-être ne pas se faire censurer, en tout cas ne pas avoir le vote de confiance de certains députés RN. Le gouvernement veut restreindre les soins pris en charge par l'AME pour les étrangers sans papier, qui est une des mesures réclamées par Marine Le Pen. Quand bien même, conséquences immédiates pour nous, pour notre portefeuille, pour les entreprises, les grandes, les moyennes, les PME, les ETI, les gens qui travaillent, qui ont du mal à se reverser des dividendes, je pense aux petits patrons. Quelles sont les conséquences immédiates de la chute d'un gouvernement Bayrou le 8 septembre, Christian Saint-Etienne? En fait, il y a deux scénarios. Le premier, on a de la visibilité politique pour après. Le deuxième, c'est qu'on ne voit pas de porte de sortie après la chute de Bayrou. Le choix entre les deux scénarios est entre les mains du président de la République. Il faut le dire, tout le monde répète qu'il va pas démissionner, mais à un moment donné, il va falloir qu'il assume la dissolution absolument catastrophique de juin de l'année dernière, et surtout qu'il assume l'ensemble des décisions qu'il a prises, 1000 milliards de dettes de plus depuis qu'il est au pouvoir, une économie française qui bredouille, qui n'avance pas, alors qu'il y a une accélération des transformations technologiques, scientifiques et militaires au plan mondial. Il y a bien le seul point positif peut-être du point de vue stratégique sous les dernières années, les 3 dernières années sous Macron, c'est une petite augmentation du budget de la défense. Ceci étant, on vote, mais tout le monde observe que les commandes ne suivent pas, donc il y a des blocages de ces crédits. Mais pour le reste, on a une situation qui est bloquée sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social. Et dans ces situations-là, sous la Ve République, c'est le président de la République qui doit assumer en remettant son mandat en jeu. On a deux sons trompeurs. On a d'abord François Bayrou qui s'est posé comme un lanceur d'alerte, suivi par beaucoup d'observateurs qui le critiquent en disant que il n'a pas inventé la Lune et qu'on sait la situation depuis longtemps. 3350 milliards de dettes, on est à 70 milliards de remboursement de la dette par an, ça va sans doute grimper à 100 ou à 110. Il y a de l'argent qui est mal aiguillé, des prélèvements impossibles, qui deviennent totalement impossibles, des charges pour les entreprises. Et puis il y a cette petite musique qui revient ces derniers jours, avec notamment le Parti Socialiste, Jérôme Guedj au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos dimanche, qui me disait mais en fait oui c'est grave, mais la France c'est un too big to fail, c'est-à-dire que la France ne tombera pas. Et moi je suis comme vous Christian Saint-Etienne, je suis au contraire effrayé, très inquiet, et quand on sait que l'agence Fitch arrive le 12 septembre prochain, qu'elle sera suivie par les 2 autres agences de notation américaines, et quand on sait qu'on va perdre le A- qui déjà est pas une super bonne note, c'est assez effrayant de dire aux Français non mais vous comprenez, on a suffisamment de réserves pour que ça soit pas la catastrophe. Bon, je salue d'abord votre lucidité. Il n'y a pas beaucoup de journalistes ou de politiques qui sont aussi lucides que vous. En fait, il y a 2 façons de chuter. On peut chuter et tomber à genoux. Bon. Mais on peut chuter parce qu'on recule sans arrêt par rapport à ceux qui avancent plus vite. Donc, on doit être au 25e rang du classement PISA pour l'éducation. On est avec une croissance faible. Tous les grands investissements internationaux qui viennent en Europe sur les questions de technologie vont en Allemagne, en Italie, en Angleterre, mais ne viennent pas en France. Donc, on a en plus un discours politique qui est totalement effrayant, non seulement pour les producteurs, travailleurs français, mais pour tous ceux qui voudraient venir en France. Ça fait quand même maintenant 16 mois qu'on a un concours l'épine permanent d'augmentation d'impôts.
dans un pays qui a le record du monde des impôts. C'est ça. Et donc, en plus, je termine par une simple remarque, nous avons le record du monde de la dépense publique. Si la dépense publique crée la richesse, nous devrions être le pays le plus riche du monde. Donc, ça fait 30 ans qu'on essaye de créer de la richesse avec la dépense publique. C'est un échec. Donc, la question centrale, c'est, alors, je suis pas contre la dépense publique dans les domaines qui sont fondamentaux pour le développement du pays, l'éducation, les infrastructures, la recherche, innovation. Mais si vous prenez les 57 points de dépense publique, vous avez bientôt 3 points d'intérêt sur la dette et 33 points de protection sociale. Donc, vous êtes à 36 sur 57. Sur les 21 qui restent, vous avez beaucoup de gaspillage. Donc, ce qui est vraiment dépensé pour le développement présent et futur du pays est faible. De ce point de vue, d'ailleurs, Macron est une énorme déception. On imaginait que ça allait être justement le président de la croissance. Et de l'investissement aussi. Alors le problème, c'est un problème structurel absolument majeur, c'est que les politiques de croissance, elles ne peuvent s'exercer que dans la durée. C'est-à-dire que, par exemple, réindustrialiser, c'est 50 à 7 ans de boulot. Et ça n'intéresse pas les politiques. Il faut bien commencer un jour. Voilà, sauf qu'il faut commencer un jour. Donc là, et la réindustrialisation, on en parle déjà depuis François Hollande. Donc, oui, et là, par exemple, on dispose de beaucoup de travaux qui montrent que, vous connaissez tous les chiffres, l'industrie manufacturière en France, c'est 9,5 points de PIB. La moyenne de l'Union européenne, c'est 14,5. On a 5 points de retard. On sait qu'il faut 50 000 hectares pour développer les usines qui nous permettraient de rattraper ce retard. C'est des ratios et des chiffres qu'on n'avait pas il y a 3 ans. Il faut dire qu'il y a eu des commissions qui ont bossé au Sénat, ainsi de suite. On peut pas mettre tout le monde dans le même bocal d'impuissance et d'inefficience. Donc, on sait maintenant ça. On sait que sur les 50 000 hectares, il y en a 20 000 qui peuvent venir des friches et donc il y a 30 000 à trouver. On vous dit c'est pas possible. Mais dans le cadre de la politique européenne, on était prêt à geler 4% de la surface agricole utile avant que les paysans descendent dans la rue en janvier-février de l'année dernière. Merci d'ailleurs pour eux parce qu'ils ont aidé à un peu évoluer. Les 4% de la surface agricole utile en France, c'est 1 200 000 hectares. Donc, on était prêt à geler 1 200 000 hectares sur lesquels on n'aurait rien fait. Et on pourrait pas trouver 30 000 hectares pour remettre le pays debout. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que les Français prennent le taureau par les cornes et que collectivement, on avance. On n'y arrive pas et personne ne veut le faire. Gilles Boutin. Oui, Christian Saint-Etienne, j'ai une question programmatique. LFI, le PS, même le RN ont des programmes qui se ressemblent via un volet social assez fort et aussi une relance par la consommation. Alors qu'un rapport comme le rapport Draghi professe l'exact inverse. Que pensez-vous de leur proposition? Est-ce qu'elle est de nature à soutenir la croissance, à court terme peut-être, à long terme? Quelles seraient les conséquences macroéconomiques si on suivait leurs recommandations? Alors, ce que vous évoquez, c'est le constat de la situation française depuis 1974, puisque même sous Giscard d'Estaing et Chirac, quand il y a le premier choc pétrolier, on choisit de cogner sur les entreprises et de favoriser la conso, alors que les Allemands et les Japonais, à ce moment-là, font le choix inverse. Et on voit que ça va payer ensuite pour les Allemands et les Japonais. Donc, ça fait 1974-2024, ça fait un demi-siècle qu'on choisit systématiquement la consommation plutôt que l'investissement. Bon. Donc, on voit que ça nous a amené à une situation de corner, c'est-à-dire que il faut casser quelque chose pour sortir du corner, sinon on va crever dans ce coin sans issue. Donc, le deuxième point préliminaire que je voudrais évoquer en réponse à votre question, c'est que c'est crucial, c'est que nous avons le seul parti de droite nationale ou d'extrême droite, selon le vocabulaire qu'on veut utiliser dans le monde, qui n'a pas un programme libéral. Contrairement aux Allemands, contrairement aux Italiens, et aux Néerlandais. Voilà. Donc ça, c'est aussi une difficulté majeure. Alors, clairement, quand on regarde ce qui se passe au RN, ça a évolué. Il y a un tiraillement entre Bardella qui serait plus libéral et les moins libéraux. D'ailleurs, c'est une vraie question politique fascinante pour les journalistes et pour les universitaires.
quel serait le poids du RN s'il avait un programme économique un peu plus libéral? Est-ce que ça lui couperait les ailes ou non? Même si ça lui coûtait un peu, est-ce que il vaut mieux un RN socialiste à 36 ou un RN libéral à 30? Vraisemblablement, un RN libéral à 30 serait plus utile pour la France qu'un RN socialiste. Mais ça, c'est les choix de Marine Le Pen. Donc, ça a été aussi des choix électoraux pour conquérir des territoires qui, à l'époque, étaient des territoires notamment communistes dans le Nord. Voilà. Mais par rapport à la question initiale que vous avez posée tout à l'heure, il est vraisemblable que même dans ces territoires, on se rend compte qu'on est dans un corner, que la dépense publique ne crée pas la richesse, et que si on avait un RN un peu plus libéral, RN sur immigration sécurité et un peu plus libéral sur le reste, je pense que même ça dans faciliterait la tâche. Même dans les territoires où il est des accords fortement potentiels implanté, avec LR qui seraient plus faciles. Mais pour finir de répondre à votre question, une sortie par la consommation, c'est une accélération vers le désastre. Alexandre Malafaille. Oui, Christian Saint-Etienne, comment qualifieriez-vous la situation actuelle avec ce délai qui court jusqu'à lundi, avec le risque de chute du gouvernement? Est-ce que c'est grave, très grave, catastrophique? Est-ce que vous pensez qu'on est au seuil d'un moment où tout d'un coup le contrôle nous échappe et qu'il y a quelque chose qui se met à déraper, qui peut avoir des conséquences fâcheuses pour nous, mais qui peut aussi avoir un effet d'entraînement un peu systémique? On l'a vu avec Lehman Brothers, avec la crise financière. Est-ce qu'à un moment donné, on peut basculer là-dessus? Est-ce qu'on est à la veille de ça? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui devraient nous alerter? Alors, le premier indicateur inquiétant, c'est évidemment l'augmentation de la prime de risque sur la dette allemande. Ceci étant, ce que vous évoquez, Alexandre, c'est certainement quelque chose qui est à l'esprit de la Banque Centrale Européenne, qui ne voudra pas, on peut l'espérer, qui ne voudra pas prendre le risque d'un emballement général. Alors, comment ça fonctionne en pratique? On l'a déjà évoqué avec vous dans une émission précédente. La France emprunte une quinzaine de milliards toutes les deux semaines. Bon, généralement, les marchés nous donnent plus que les 15. Tant que les marchés nous donnent plus que les 15, il n'y a pas d'emballement immédiat. Alors, il se peut qu'à un moment donné, si c'est la pétaudière totale, les marchés n'apportent pas les 15. Bon, c'est à ce moment-là que, discrètement, la Banque Centrale Européenne peut faire la différence. S'il manque 2 ou 3 milliards tous les 15 jours, ça ne pose aucun problème de le faire. Donc, la question, c'est est-ce que les Allemands qui dirigent l'Europe voudront nous mettre à genoux pour nous obliger à changer ou voudront nous donner un peu plus d'oxygène? La question, c'est pour ça que votre question est complexe mais fascinante. Il est vraisemblable que dans un moment où l'Allemagne fait face à une politique américaine extrêmement agressive vis-à-vis de l'Europe, elle ne voudra pas mettre la France à genoux. Donc parce qu'elle a besoin d'un allié. Voilà, parce que donc ça vraisemblablement nous donne quelques mois devant nous, mais ça va pas nous donner des années et des années. Pour mieux sauter. Ouais. Gilles Boutin, pardon. Oui, je me posais la question. Beaucoup de dirigeants, enfin de responsables politiques comme Bruno Retailleau ou Édouard Philippe ou encore Gérard Larcher appellent à ce qu'il n'y ait pas de dissolution et à ce qu'on trouve une solution avec un gouvernement stable et ce jusqu'en 2027. Pour qu'un gouvernement reste, il lui faut un budget qui fasse à peu près consensus, qui soit beaucoup moins ambitieux. Peut-on tenir? Enfin, pourquoi ne pas faire adopter des budgets étant dans les 20 milliards d'économies, disons, chaque année, enfin, en 2026 et 2027? Est-ce que finalement ce serait relativement indolore? Quelles seraient les conséquences? Alors, d'abord, il y a une étude intéressante de l'OFCE qui montre que les 44 milliards annoncés par Bayrou sont en fait des milliards théoriques. Vous savez tous comment on les calcule, ces milliards. C'est-à-dire qu'en fait, la dépense publique ne baisse pas. La dépense publique, c'est 57 de 3000, donc ça fait plus de 1600 milliards. Et elle va continuer d'augmenter de 50 à 60 milliards par an si on ne prend pas des mesures strictes. Donc, quand on nous dit que ça va baisser de 40, c'est par rapport à une augmentation théorique de 60. En fait, en milliards, ça continue de monter. Voilà. Donc, l'OFCE a dit, mais quand on regarde de près, c'est pas 40 milliards de baisse, c'est plutôt 20. Donc, si on fait 20, ça veut dire 0. Et donc là, on perd toute crédibilité. Mais surtout, je pense qu'on peut le dire ici, c'est pas bon pour nous. Pourquoi?
On fait moins d'enfants depuis 4-5 ans, mais on a quand même toute une jeunesse qui arrive sur le marché du travail progressivement dans les 10 années qui viennent. On peut pas les laisser arriver dans une pétaudière, quoi. C'est-à-dire que si, c'était votre question tout à l'heure, s'il n'y a pas un développement des ETI, des PME, s'il n'y a pas d'investissement sur le territoire, les meilleurs du pays vont se barrer. Donc, c'est un affaiblissement insupportable. Donc, je réponds à votre question en non politique. Ouais. En non politique. Je pense qu'il vaut mieux que ça pète tout de suite plutôt que simplement de retarder indéfiniment le moment de la rupture. Merci beaucoup Christian Saint-Etienne de nous avoir éclairé, malheureusement de manière pessimiste, mais telle est la réalité.